Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Trofeo Leguiglia ou Leguiglia. Je ne sais pas comment on doit le dire, je ne sais pas si... Je pense que c'est peut-être Leguiglia. Bon, les mecs d'Eurosport ont dit comme ça, donc je pense que ça doit être une question de G et de... Comment dire? De... D'accent italien et d'écriture italienne. Le G se prononce peut-être pas dans ce genre de cas, mais voilà, c'est peut-être Leguiglia, Leguiglia. Donc on va essayer de le prononcer Leguiglia, vu que sur Eurosport, ils l'ont dit de cette manière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. YouTube, le débrief des compétitions en direct avec les shorts, il y a également les TikTok. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. J'ai des mèches magiques sur la tête. Donc Trofeo Leguiglia, la première fois qu'il était diffusé sur Eurosport en direct. Donc moi c'est la première fois que je le voyais aussi en direct parce que j'avais vu un résumé l'année dernière de la victoire de Nance Peters. Parce que je me souvenais d'images de la victoire de Nance Peters, notamment la descente qui avait été un petit peu technique. La descente du Cola, j'ai encore oublié le nom de cette montée, c'est le Cola Mikeri, voilà, qui était dans le final, dans le circuit final. Donc ça a été une journée intense, quand même une longue journée, parce que 202 km, 5 heures d'effort quand même aujourd'hui, puisque ça n'a pas roulé si vite que ça. Alors il y avait quand même 3000 mètres de dénivelé positif, on a roulé à 39 de moyenne, c'est rare maintenant les courses où on est en dessous de 40. Donc ouais, ça a été une journée longue, une journée difficile dans le final parce que ça a été très nerveux. En fait, on a laissé l'échappée avec pas mal d'avance, 4-5 minutes, même à l'entrée dans le circuit final, l'échappée avait encore une belle avance. Par contre, l'échappée a perdu très rapidement cet écart. Et ensuite, dans les deux derniers tours, ça a été très rapide, notamment avec Groupama, mais également avec UAE qui voulait faire la différence, et notamment dans ce Cola Mikeri. Et dans le dernier tour, grosse accélération de Martinez avec Ian Christen, ça n'a pas été suivi derrière. Et le coureur français qui a réussi à gagner dans le final en gardant cette dizaine de secondes d'avance au départ que sur Ian Christen et puis ensuite sur Ian Christen et Vandrame et Ayuso notamment, et Rafferty je crois qu'il était également dans le groupe derrière. Donc course intéressante. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce qu'il y avait du spectacle aujourd'hui sur cette épreuve. Je crois qu'on a fait un bon petit résumé de ce qui s'est passé. On en parlera encore quand on attaquera les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top. Et aujourd'hui, du côté des coureurs au top, on commence avec le vainqueur du jour, Lenny Martinez. Fort, Lenny Martinez. Fort. Parce que le Cola Mikeri, pardon, c'est quand même une côte de 2 km à 8,5. Je crois 8,3, 8,5%. Donc il faut être solide déjà pour réussir à partir à cet endroit-là avec Ian Christen. Suite à un gros travail du AE qui avait fait un peu le ménage quand même dans cette journée. Et puis après, Martinez, on pensait presque plus à Romain Grégoire au départ qu'à Martinez. Sauf que Martinez est en très bonne condition physique. Il l'a encore démontré aujourd'hui. Même si Romain Grégoire est également pas mal. Mais Martinez, voilà, il a montré qu'il était capable de battre les meilleurs, parce que battre Ayuso, c'est quand même fort. Il y avait aussi Zana, par exemple, au départ de cette épreuve. Donc battre ces coureurs-là, c'est très très bien de la part de Lenny Martinez. Et quand il sort de sa roue à Ian Christen, il essaye, il s'accroche, mais il peut rien faire. La descente ensuite du Cola Mikeri qui est très technique, pas mal de virages lents. Ian Christen, lui, n'était pas à l'aise dans cette descente. Sur les premiers virages, on sent qu'il est très raide. Et déjà le tour précédent, il n'était pas très à l'aise dans cette descente. Donc voilà, un petit peu de peur, je pense, un petit peu d'appréhension du côté de Ian Christen. Et Martinez, lui, il a tenté de faire l'écart à ce moment-là. Il prend
je dirais 12-13 secondes au pied de la descente, sauf que Jas Christen fait un bel effort, surtout sur les 500 premiers mètres du capot mêlé, qu'on retrouvera du côté de Milan-San Remo, mais dans l'autre sens, en Milan-San Remo. Et sur les 500 premiers mètres, tu sens bien que Jan Christen il fait l'effort, il se dit je mets tout à cet endroit-là, et puis bon, bah, on verra si j'arrive à revenir sur Martinez. Sauf que Martinez y tient, et je pense que c'est là, à 3 bandes de l'arrivée, qu'il gagne la course. Parce qu'en fait, entre 4 km de l'arrivée et 4 km 5, il perd beaucoup de temps, Lenny Martinez. Jan Christen fait vraiment le forcing. Et sauf qu'ensuite, entre 3 km 500 et 3 km, il stabilise l'écart. Et je crois qu'il a écœuré, tout simplement, Jan Christen, qui ensuite, 500 mètres après, se fait reprendre par les 3 adversaires, qui étaient Vandrame, Scaroni et Ayuso, son équipier. Et à partir de ce moment-là, bah, les 3, ils se donnaient pas à fond, parce qu'ils savaient qu'ils avaient Ayuso, qu'ils avaient Jan Christen. Et que Ayuso, il a vraiment démontré qu'il était rapide potentiellement sur un sprint. Et à partir de ce moment-là, bah, quand j'ai vu Jan Christen se faire reprendre, je me suis dit bon, c'est gagné parce que ça va se regarder. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Lenny Martinez qui s'impose pour cette 61e édition. Et l'année dernière, c'était Nance Peters, donc nouvelle victoire française, voilà, sur cette épreuve qui, jusqu'à maintenant, est-ce que ça avait bien réussi aux Français? Il y avait eu la victoire de Pascal Chanteur en 98. Et oui, c'était le seul Français avec Nance Peters et donc Lenny Martinez. Vandrame, il fait 2 fois deuxième quand même sur cette course. C'est terrible pour lui. Et parmi les vainqueurs, il y a un certain Lance Armstrong en 93, il y a Frank Vandenbroek en 96 également. Je ne sais pas si le parcours était différent à l'époque. On a Ignatieff, on a Pozzato également, qui l'a gagné 3 fois, Moreno Moser. Ça doit être l'une des dernières courses remportées par Moreno Moser 2018. Oui, parce qu'il a pris sa retraite en mai 2019, puisqu'il n'est pas resté longtemps chez Nippo Vini Fantini, Moreno Moser, qui était un coureur hyper prometteur, je me souviens. Et bah, ça s'est délité au fur et à mesure des années dans ses résultats. Il avait fait une grande année en 2012, notamment avec le Tour de Pologne qu'il avait remporté. Il avait remporté également ce Trofeo. Et puis ensuite, bah, au fur et à mesure des années, c'était de pire en pire, j'ai envie de dire, du côté du coureur italien. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa carrière. Lui qui était le fils de Diego Moser et donc le neveu du grand Francesco Moser, qui était le fameux, le grand rouleur italien. Et il a eu un frère qui était Leonardo Moser, qui est passé chez Aqua et Sapone et chez Androni Giocattoli dans sa carrière. Là aussi, pas d'énormes résultats du côté de Leonardo Moser. Mais c'est dommage, voilà. Moreno Moser, c'était un coureur très intéressant. Pozzato, Felline également l'a gagné. Chihuahua. Romain Hardy avait fait 2 derrière Felline. Paolo Toto, il y a des coureurs là, je découvre. Paolo Toto. Ouais, lui aussi, pas une grande carrière. Il était dans l'équipe MG. Et ouais, il avait fait 2e. 3e du général du Tour de Hongrie aussi en 2018. C'était une grande année en 2018 pour Paolo Toto. Voilà. Donc c'est bien pour Lenny Martinez qui perdure cette tradition des vainqueurs français sur cette épreuve. Et puis il a été costaud, il a été très costaud dans le final. Parce que ça correspondait... Enfin, il est fort Martinez parce que c'est quand même un tout petit gabarit. Donc techniquement pas idéal sur le contre-la-montre. Mais quand vous regardez, il a une force Martinez. Il est très compact sur son vélo. Comme Remco Evenepoel. Regardez la position de Martinez quand il est sur le plat. Coude vraiment baissé. Donc vraiment, il essaye d'être bas. Alors il a les mains au niveau des cocottes. Pas dans le creux du cintre totalement. Mais vous voyez sa position, c'est très compact, donc ça aéro. Donc même si c'est pas le plus puissant, comme il est aéro, il compense un petit peu de ce point de vue-là. Et c'est là où il a été fort, parce qu'il gagne encore une fois sur les débuts du capot mêlé.
Capomele, c'est pas la montée la plus dure hein, sur Milan-San Remo, c'est pas le Poggio le Capomele. Donc c'est très très fort ce qu'il a fait de la part du coureur français, très bien. Deuxième coureur top, Jan Christen, jeune coureur suisse de la UAE, qui est à la UAE depuis le mois d'août de l'année dernière. Il avait commencé la saison chez Hagens Berman Axeon, tiens, comme un certain Morgado. Jan Christen, 19 ans, qui a fait 3e du classement des jeunes du Tour de l'Algarve. Il a fait également 10e de la dernière étape du Tour de la Communauté de Valence. Et surtout l'année dernière, et bien sûr le Tour de l'Avenir, il a fait 7e du général en faisant 2e sur le lac d'Aiguebelette, et 6e à Sainte-Foy-Tarentaise le dernier jour. Champion d'Europe des grimpeurs, ça pour ceux qui s'en souviennent, c'était en Suisse. C'est une course qui a été inventée. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième édition de ce championnat d'Europe des grimpeurs, parce qu'il n'y avait pas grand monde au départ. Elle s'était imposée devant Schoenberger et Thibaut Rosier. Voilà, il y avait Jules Boileau au départ, qui doit être donc dans la famille d'Alan. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle édition de cette course. C'était au niveau du Passo San Gottardo en Suisse. Jules Boileau, oui, j'ai que ça comme résultat pour Jules Boileau, et 45e du Grand Prix Luxembourg. C'était en juillet 2022, donc pas forcément de grands résultats sur ces championnats d'Europe des grimpeurs. Mais voilà, c'est un coureur qui a remporté une étape également sur le Tour d'Italie Next Gen. Donc voilà, et 8e de Liège-Bastogne-Liège, donc coureur qui a d'énormes qualités. Il avait été bon également l'année dernière au Trophée Oporek. En Croatie de la part de Jan Christen. Je pense que sur la descente, il aurait pu faire mieux. C'est-à-dire sur la descente, tu vois qu'il est raide sur son vélo. C'est pas souple sur le vélo. C'est-à-dire qu'il est vraiment, tu sens tendu dans la descente. Et sur les deux boucles, c'est-à-dire la boucle d'avant déjà, il est tendu aussi à un tour de l'arrivée. Donc là où il perd du temps, parce qu'il perd facilement 4-5 secondes sur certains virages, donc il se retrouve à 10 secondes en bas, c'est dommage. Et puis après, encore une fois, il a décidé de tout mettre dans le début, je pense, du Capomele, mais ce qui fait que il a un peu explosé dans le Capomele. Ensuite, il est repris par le groupe de chasse, parce qu'il a vraiment explosé à ce moment-là. Je crois qu'il a vraiment tenté sur les 500 premiers mètres d'essayer de revenir sur Martinez, et puis ensuite il a explosé, il a craqué. Donc voilà, du côté de Jan Christen. Mais belle course quand même de la part du Suisse. Très prometteur, contrat jusqu'en 2028 avec UAE. Ils ont tellement de jeunes talents UAE entre lui, Morgado, Del Toro dans cette équipe, Ayuso. C'est dur d'aller les chercher. Ils savent repérer les jeunes coureurs, mais en même temps je rappelle que le mec avait décidé de lancer, de racheter la Lamprey à l'époque. Donc avait décidé de mettre l'argent des Émirats, c'est le mec qui était scout chez Soudal Quickstep, enfin chez Quickstep à l'époque, et son premier acte fort ça avait été de recruter Pogačar, mais pendant des années c'est lui qui faisait le scouting, et il allait proposer Pogačar à Quickstep avant d'avoir cette idée de projet. Ça avait failli le faire. Voilà, le Fever avait eu l'idée d'aller le recruter. Bon, ensuite, il est parti chez UAE, ce scout, et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir autant de jeunes talents, c'est qu'ils font un très bon travail de scoutisme aujourd'hui. Et puis maintenant, ils ont une équipe de développement également UAE, parce que jusqu'à maintenant, ils faisaient ça sans équipe de développement. Donc c'est ça qui est très fort. Ils utilisaient pas mal l'équipe d'Axel Merckx. C'est vrai que maintenant, ils ont une équipe de développement aussi UAE. On va voir si ça va leur permettre encore de progresser dans cette capacité à aller attirer des jeunes talents. Jan Christen très bien aussi Juan Ayuso, de 3e aujourd'hui, il confirme son niveau de performance qu'il avait sur les boucles Drôme-Ardèche. On poursuit, 3e coureur au top, et bien c'est également un jeune, Martinez 2003, Christen 2004 et Darren Rafferty, l'Irlandais de F Education Easy Post. Lui, c'est 2003 aussi, il a 20 ans, il a le même âge que Lenny Martinez. Il avait déjà montré de bonnes choses sur Grand Camino, 6e du classement
des jeunes deuxièmes du contre-la-montre, mais on sait que tout le monde ne l'avait pas fait à fond. Et puis l'année dernière, il a eu des très bons résultats. Là aussi avec Hagens Berman Axeon, notamment vainqueur du Giro Ciclista de la Vallée d'Aoste, deuxième du Giro Next Gen. Dans ses résultats du côté de Rafferty, il était également cinquième de Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, c'est un coureur, on sait, d'Arena Rafferty, là aussi, coureur très prometteur. EF a bien fait de le recruter. C'est l'Ireland Collection chez EF en ce moment. Non, il a été très bon. Il a été très très bon en Arena Rafferty dans le groupe de poursuite. On aurait presque pu s'attendre plutôt à un Piccolo, même chez EF, qui est passé à côté. Mais il a été bon, lui aussi, d'Arena Rafferty. Et c'est ses premières courses chez les pros. Une 6e place, c'est bien. C'est bien après une vingtaine... 11 jours voilà, chez les professionnels. Donc il fait du bon travail. Lui, il ira sur le Tour de Catalogne, lui, au mois de mars. Ça sera son prochain objectif à Darren Rafferty. On suivra le Tour de Catalogne, ça sera le 18 mars prochain. Voilà, au niveau du calendrier, petit point calendrier. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on peut noter du côté de la victoire de Martinez en termes de stratégie, je trouve, enfin en termes de gestion de course. On a parlé de Van Edvelt sur l'UAE Tour. Je trouve que Martinez c'est pas mal aussi sur sa gestion de course sur cette épreuve. C'est la force aujourd'hui du côté des jeunes talents, c'est d'être opérationnel très vite. Moi, je me souviens de l'époque où les jeunes talents, il leur fallait des fois 2 ans, 3 ans avant d'être efficaces au haut niveau. Il fallait attendre. Souvent, c'était à la fin, la dernière année de contrat du premier contrat. Souvent, on donnait des contrats de 3 ans aux jeunes, 2 ans, 3 ans. Il y avait toujours une année où les résultats n'étaient pas bons parce qu'il fallait qu'ils apprennent presque le monde professionnel. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Quand tu vois des Van Edveld, quand tu vois des Martinez, des Ayuso, Romain Grégoire aussi, Kristen, Rafferty, on voyait déjà des résultats. C'est impressionnant comment les jeunes maintenant arrivent à être... les jeunes talents des espoirs ou des juniors arrivent à être également efficaces tout de suite chez les professionnels, ce qui avant n'était pas toujours le cas. Bon, du côté des bonnets d'âne, Filippo Zana, pour moi qui est le premier bonnet d'âne. Alors Zana qui revenait, il faut le dire aussi, du côté de Filippo Zana, du côté de cette formation Jaiko Alula. Zana avait assez peu couru suite à... Ah non, il n'était pas tombé, pardon. Oui, j'avais le souvenir d'un Zana... non, c'était Dunbar, pardon, qui était tombé sur le Tour de la Communauté de Valence. J'ai confondu les deux. Mais du côté de Zana, où on pouvait s'attendre à un peu mieux sur une course en Italie, à domicile, sur un parcours où il peut être performant. C'est un type de course qui peut lui convenir extrêmement bien. Il avait fait 3e, par exemple, l'année dernière de la Veneto Classique ou des 3 vallées varisines. Donc ce Trofeo Legueglia aurait dû très bien lui convenir. Surtout que l'année dernière, elle avait fini 21e des Strade Bianche, donc à peu près à la même période, mais là ça a été compliqué pour le coureur italien. Je pense pas encore au top de sa condition physique, tout simplement, et ce qui fait que son équipe, qui a été en vue à 2 tours de l'arrivée, on les a vus, ils étaient positionnés en 2e rito à 2 tours de l'arrivée, eh bien le meilleur coureur c'est Davide De Preto qui prend la 19e place. Tous les autres sont un peu passés à côté, des Marquis 54, Rudy Porter 31e, Beret et Engelhardt, eux, ont abandonné. Davide De Preto, là aussi jeune coureur, 21 ans, qui a fait notamment 10e de la Muscat Classique, et sur le Tour de la Communauté de Valence, il avait pris une 5e et une 6e place, Davide De Preto, pour ses débuts dans une équipe World Tour, parce que lui il était déjà notamment chez Alfa Romobile l'année dernière en Continental. Mais c'est vrai que je me disais, ah bah tiens, Zana, quand j'ai vu la liste de départ, quand je l'ai regardé en début d'après-midi, je me suis dit tiens, Zana, Piccolo, c'est des coureurs qui peuvent faire quelque chose aujourd'hui. Zana, parce que je me disais, oui, il a peu couru, mais là il peut vraiment activer, on va dire, le grand Zana, et ensuite continuer sur l'Estradé, sur Tirreno derrière, commencer à montrer ce qu'il vaut, et avec des objectifs pour Zana. Ça va être encore un homme important dans l'équipe Jaiko Alula pour le Giro.
Et je me disais, bah voilà, tu montres peut-être un coureur qui peut être en capacité de faire quelque chose sur le Giro d'Italie, même si techniquement tu as sur cette épreuve-là, du côté de la Jayco Alula, des bons coureurs, hein, parce que tu vas avoir également Dunbar. Mais c'est vrai qu'en cas où Dunbar serait pas au top, Zana, on peut peut-être essayer de jouer quelque chose avec Zana. Et surtout, on connaît ses qualités en termes de punch, ses qualités pour changer de rythme. Il l'avait montré l'année dernière sur le Tour d'Italie quand il remporte en étape. Donc c'est vrai que je me disais, ah bah là, ça peut peut-être le faire. Et ben non, ça a été compliqué pour Filippo Zana sur cette épreuve. Donc c'est dommage, on l'attendra désormais sur l'Estrade Bianche. Voilà, Zana, ça sera son prochain objectif. Cofidis, pas un grand début de saison de la part de Cofidis. Hein. Là, on était venu avec Rezu Serrada, notamment avec Jonathan Nastra ou encore Stefano Oldani. Donc, il y avait aussi des possibilités de jouer quelque chose du côté de la Cofidis. Et bien, le meilleur coureur, c'est Axel Mario, seulement 23e encore. Axel Mario qui était déjà 20e, qui était déjà le premier coureur. Je ne sais plus si c'était sur la Drôme ou l'Ardèche classique. Oldani 37, et puis Rada a abandonné. C'est pas le premier abandon des Rada depuis le début de saison du côté du coureur espagnol, parce qu'il avait abandonné également la Drôme Classic et le Trofeo Pollenza. Donc début de saison un petit peu compliqué pour Herrada, mais son objectif ce sera plutôt le Tour d'Espagne à Rezus Herrada, donc sur la deuxième partie de saison pour le coureur espagnol. Mais c'est vrai qu'Herrada sur des parcours comme ça, on peut se dire pourquoi pas, même s'il est toujours meilleur sur les courses par étapes. Et puis Oldani, forcément, quand tu vois ce qu'a fait Vandrame aujourd'hui, tu te dis qu'Oldani avait les capacités de faire aussi bien. Donc je trouve que c'est un début de saison assez discret de la part de Cofidis. J'ai encore l'envie cette semaine de faire un point sur le classement UCI. Pour le moment, sur ce début de saison, Cofidis a pris 1081 points, grâce notamment à Brian Cocard et Milan Fretin. C'était du côté d'Abu Dhabi. Mais c'est pas formidable de la Cofidis. C'est moins de points marqués que Arkea. Il n'y a que Bahreïn et Astana qui ont marqué moins de points. Et Alpecin également, qui a marqué moins de points que l'équipe française. Donc c'est pas exceptionnel de la part de Cofidis, en sachant qu'Alpecin, par exemple, n'avait ni Philipsen ni Van Der Poel jusqu'à maintenant. Philipsen vient à peine de reprendre. Alors que Cofidis, il y avait déjà des leaders. Donc ça serait bien de remettre les bouchées doubles, surtout quand on voit la saison en ce moment que fait la Decathlon. Intermarché également, c'est pas mal en termes de points. Donc il va falloir remettre l'accélérateur. Et puis tu vois Tudor aussi qui est devant eux en termes de points. Alors certes Tudor avait un écart par rapport à eux sur la première année, mais bon tu vois que Cofidis il va falloir accélérer le rythme, parce que pour le moment on est parti un petit peu piano. Autre coureur, Andrea Piccolo du côté de F. Là, pour moi, c'est une déception. C'est vrai que je me disais au départ, tiens, Piccolo, il peut peut-être faire quelque chose sur cette épreuve, parce que certes, il y a Bettiol. Moi, je pensais pas à Rafferty aujourd'hui. Pour tout vous dire, moi, je me disais, il y a Bettiol. Piccolo, il peut vraiment, c'est un type de parcours qui peut lui convenir. On connaît ses qualités de puncher. Sauf que ça fait depuis un an qu'il galère, Piccolo. Ça fait depuis un an où il a pas un super niveau de performance, Andrea Piccolo, et c'est dommageable parce que on connaît les qualités encore une fois de ce coureur. Il avait fini très très fort en 2022, et 2022 c'était pas une équipe facile. Mais pour le moment chez EF, il a du mal à avoir des résultats. En 2023, seulement 100 points marqués au niveau Pro Cycling Stats contre 419 l'année d'avant, alors que l'année d'avant, il fait 3 équipes dans la saison. Donc c'est quand même pas l'idéal. Et là, il a marqué pour le moment 14 points grâce à sa deuxième place sur la deuxième étape du Tour de Colombie. Il a fini 7e également de la première étape de cette même course. Sur Grand Camino, il a abandonné après son échappée lors de l'étape numéro 3. Il a peut-être eu du mal à récupérer, mais ça, je me disais, Piccolo aujourd'hui, ça peut être une bonne carte. Bon, en plus à domicile, chez lui en Italie, c'est passé un petit peu à côté. Et puis je termine avec un dernier coureur, Clément Champoussin également du côté de Arkea. Alors certes, il y avait Louis Barré, mais c'est vrai que sur un parcours comme ça, on aurait pu se dire tiens, Clément Champoussin
ça peut le faire. Sauf que Clément Champoussin finit seulement 49e avec Alexandro Verret qui pour le moment, ça serait bien aussi que lui il accélère un petit peu en termes de résultats parce que pour l'instant il n'a pas montré grand chose Alexandro Verret. Le coureur italien. Et c'est vrai qu'on se disait, ça peut peut-être le faire du côté de Clément Champoussin. Il peut peut-être faire du très très bon boulot aujourd'hui. Mais bon, Champoussin, c'est également compliqué. Depuis sa victoire sur la Vuelta, les résultats sont pas exceptionnels pour le coureur français. Donc ça y est, je m'attendais plus à voir Champoussin dans le top 10. Même qu'un Louis Barret, même si Louis Barret est bon en ce début de saison, il avait déjà été pas mal l'année dernière, mais là pour le moment Louis Barret c'est intéressant en ce début de saison parce qu'il a fait également, c'était 10e de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je m'attendais à du bon du côté de Champoussin, je me disais il y a peut-être l'opportunité de faire quelque chose, en plus ils sont pas mal roulés à un moment Arkea sur le début du circuit, mais bon. Après, il fallait avoir les capacités pour tenir le rythme, et c'est là où ça a été compliqué pour Champoussin dans le final. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve donc pour la présentation d'Estrade Bianche, de Paris-Nice, de Tirreno Adriatico. Et puis samedi pour le débrief également d'Estrade Bianche. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.